Bienvenue à ce premier webinaire pour les solutions fondées sur la nature dans les environnements de déplacement. C'est la plateforme RRC. Pour ceux d'entre vous qui voudraient suivre ce webinaire en français, s'il vous plaît, allez sur le globe, cliquez tout en bas de votre écran. Vous devriez avoir accès à l'option interprétation et vous pourrez choisir l'option français. Je vais juste parler de quelques règles d'usage. Premièrement, gardez votre micro éteint si vous ne parlez pas et si votre Internet vous le permet, si votre bande passante le permet, allumez votre caméra. Posez les questions dans la section chat. Cette session est enregistrée et elle sera rendue disponible sur l'une des chaînes ou toutes les chaînes en ligne de la plateforme DRR. Alors, ordre du jour et intervenant, je voudrais vous présenter nos modérateurs, Arabella Philippona de Expert et moi-même, Maria Claudelin de Caritas Switzerland. Caritas Suisse. Ici, nous allons discuter des considérations clés pour des solutions fondées sur la nature efficaces. Nous allons parler d'exemples concrets et se pencher sur ce qui marche le mieux, où et dans quelles conditions. Nous allons également examiner la perspective des donateurs et les opportunités de financement des SFN en milieu de déplacement. Nous allons avoir quatre présentations et nous allons commencer avec une petite intro sur pourquoi est-ce que les SFN sont nécessaires dans les contextes de déplacement. C'est Arabella qui va s'en charger. Ensuite, nous allons en entendre Dessan Olhog, qui est l'expert en gestion environnementale au commissariat pour les réfugiés, donc planification et gestion de terres durables pour la réduction de risques de catastrophe pour les réfugiés. Nous aurons une présentation de Urs Bloss, directeur à Adansonia Consulting. Il est membre de l'unité d'aide humanitaire suisse. Il présentera la restauration écosystémique avec régénération naturelle assistée, un cas pratique au Tchad, et nous aurons une présentation de Daniel Opito, ex-EPR Ouganda, qui nous présentera un projet de reforestation en Ouganda pour la restauration environnementale. Nous voudrions également souhaiter la bienvenue à notre panéliste Aline Neumann, expert DRR. Il va nous rejoindre et se joindre à nous avec les panélistes pour toutes les autres discussions. Pour toutes les personnes qui écoutent et qui participent, nous voudrions que vous puissiez écrire dans la section chat votre nom, votre organisation, votre expérience avec les solutions fondées sur la nature. Comme je l'ai dit, vous avez le droit de poser des questions dans la section chat dès que vous le voulez. On peut commencer avec la première présentation. Arabella. Merci, merci Maria. Bienvenue à tous. Nous allons commencer avec une petite introduction sur le sujet. Pourquoi est-ce que les solutions fondées sur la nature sont pertinentes en environnement de déplacement? Il y a une étude du Centre climatique qui a analysé l'exposition des réfugiés et des déplacés internes dans les pays et on regarde bien sûr les zones d'agglomération informelle. Donc, la plupart
des réfugiés et des déplacés sont premièrement exposés au danger climatique. Le risque de chaleur extrême, 86% sont exposés à cela et plus de 50% sont exposés aux inondations et aux tensions dues à la chaleur. Donc, incendie, cyclone, sécheresse. Qu'est-ce que cela nous suggère? Nous avons une image claire. Les réfugiés et les déplacés dans le sud font face à de gros risques de catastrophes climatiques et peuvent faire face à de gros impacts si ces catastrophes euh, surviennent. Et puis, bien sûr, il y a une capacité limitée à gérer ce genre de contexte. Avant d'aller plus loin, nous devrions probablement considérer la définition de solutions fondées sur la nature. Bien sûr, il y a différentes définitions et aller cet après-midi dans le webinaire que nous allons organiser sur les SFN. Mais à la plateforme derrière, nous utilisons euh, la définition des Nations Unies, c'est-à-dire des solutions fondées sur la nature visant à protéger, gérer durablement et restaurer les écosystèmes naturels ou modifiés. Donc, on peut parler de la protection forestière, de la reforestation, de la protection des zones humides. euh, on parle également d'écosystèmes modifiés, donc on peut parler de zones urbaines où des mesures sont appliquées, des mesures hybrides, euh, que ce soit la nature et les infrastructures. Bien sûr, cela s'adresse aux difficultés sociales, économiques et environnementales. Euh, et bien sûr devrait offrir le bien-être humain, des services écosystémiques, la résilience et des bénéfices pour la biodiversité. Donc, il y a énormément d'approches d'adaptation écosystémique, comme vous pouvez le voir ici. Et vous pourriez vous demander, mais qu'est-ce que cela veut dire pour le contexte des déplacements suivants? Juste pour que cela soit un peu plus concret pour vous, nous avons organisé quelques exemples ici, juste pour que vous puissiez vous faire une idée. Alors ici, c'est juste un cliché, un aperçu. Les solutions fondées sur la nature, ce serait peut-être d'avoir des corridors verts dans les camps de réfugiés, des arbres pour réduire, par exemple, la chaleur. Euh, L'utilisation de terrasses et la stabilisation de plantes en réduisant, par exemple, les glissements de terrain. Euh, Cela pourrait éviter, comme je l'ai dit, les risques de glissement de terrain et d'érosion pour éviter les éboulements. Ça pourrait être des étangs pour la rétention d'eau, pour lutter contre euh, les incendies, par exemple. Ou alors l'agroforesterie pour améliorer la sécurité alimentaire. Euh, Ça peut être des solutions d'infrastructures vertes avec des toits verts, des façades vertes pour réduire la chaleur et améliorer la gestion de l'eau. Ou alors une intervention euh, à l'échelle du paysage autour des camps de réfugiés, comme une approche de restauration et de protection où vous pouvez considérer, par exemple, la gestion des eaux, des ressources hydrauliques, bien au-delà des limites du camp. Donc, vous voyez, toutes ces interventions, cela peut être appelé des solutions fondées sur la nature en milieu ou en contexte de déplacement. Si nous pouvons aller au diapo suivant.
Il y a ce que nous avons vu auparavant. Il y a énormément d'opportunités lorsqu'on parle de CSFN en milieu de déplacement. Premièrement, réduire les risques de catastrophe et les impacts. Euh, Renforcer la résilience pour les réfugiés et les déplacés. Et puis, il y a des co-bénéfices tels que la sécurité alimentaire. Ensuite, ce sont des interventions low cost comparées aux mesures et aux interventions. Et cela peut entretenir et entretenir les échanges conjoints entre les communautés hautes et déplacées. Et c'est pour ça que le sujet du jour, il y a énormément de défis et c'est pour cela que nous voudrions échanger, dialoguer avec nos intervenants et nos panélistes. Parce que si nous considérons euh, le contexte humanitaire, nous avons toutes ces contraintes, toutes ces limites. En ce qui concerne les délais, euh, le SFN, par exemple, ça peut prendre des années pour arriver à maturité. Et la durée, euh, on peut se poser la question de savoir combien de temps est-ce que les réfugiés seront sur le site. S'ils sont là pour le long terme, il y aura des besoins à satisfaire. Quelles seront les priorités dans ce cas? Et si nous considérons l'échelle, si on doit considérer tout, euh, tout le paysage en termes de gouvernance, comment est-ce que on peut gérer ce genre de questions? Et ceci est lié au premier point, la question du financement. Euh, Nous sommes tous conscients de la situation du financement. Comment est-ce que nous pourrions faire le plaidoyer de ceci en contexte humanitaire alors que les besoins humanitaires eux-mêmes sont difficilement satisfaits? Et on doit également discuter du fait de comment se rassurer que les interventions ou la mise en œuvre des SFN se fassent euh, avec des garanties suffisantes pour que nous puissions nous rassurer que ceci ne crée pas des désavantages ou des déséquilibres et que nous prenions en compte la question du genre et d'autres sensibilités. Je vais redonner la parole à Maria pour la présentation. Merci Arabella. Merci Arabella pour nous avoir planté le décor. Ça va être des discussions assez intéressantes. Maintenant, je vais donner la parole à Essanoul pour la présentation suivante. Merci Maria, merci Arabella. Merci pour l'intro. Et le décor planté. Bon après-midi à tous les participants du Bangladesh. Pour certains d'entre vous, ce sera peut-être le matin. Je m'appelle Mahmoud Sanourog. Je travaille avec l'UNHCR au Bangladesh. Et comme Arabella l'a dit, elle a parlé de restauration euh, durable des terres. C'est une solution fondée sur la nature et je voudrais partager notre expérience avec un camp de réfugiés au Bangladesh. Euh, Ici, nous avons essayé de mettre en œuvre certaines solutions fondées sur la nature avec la stabilisation de pentes, un flux hydraulique plus élevé, par exemple. Et comme Arabella l'a mentionné, elle a, moi et mes coprésentateurs, nous allons démontrer ce en quoi cela consiste et notre expérience. Alors, le projet fait partie d'un plan de macro-plan. Euh, c'est un réseau bleu-vert qui
fait la connexion entre des forêts, un réseau hydraulique, des infrastructures et l'utilisation agraire. Donc, nous avons bien sûr la réhabilitation environnementale, et ça, c'est l'une des démonstrations euh, avec pour objectif la réduction de risque de catastrophe, comme vous pouvez le voir à gauche. Ici, c'est la délimitation du projet. Euh, Vous avez toute l'eau qui vient à partir d'un point central. Donc, nous avons dû identifier ce site et d'un point de vue de gestion du projet, ça aurait été plus facile pour nous. Et puis, bien sûr, il y avait d'autres difficultés à gérer. Nous avons essayé de suivre une approche de SFN, euh, telle que la réhabilitation des voies d'eau avec des critères. Nous avons également essayé d'inclure l'efficacité dans l'utilisation de l'espace. Nous avons essayé d'intégrer une approche du genre et de diversité dans la planification et la mise en œuvre du projet également. Euh, L'échange communautaire ou le dialogue communautaire, nous avons essayé de garantir ceci depuis le départ, dans la conception du projet, dans le suivi et l'évaluation également. Maintenant, on parle des résultats. Et quelles sont les difficultés auxquelles nous avons fait face, comment nous les avons gérées, et ensuite nous allons parler des leçons apprises. Alors, ce que nous avons appris dans un environnement de déplacement de population, il y a différentes variables, différentes dynamiques qui s'entrechoquent. Dans notre cas, par exemple, nous avions par exemple, la déforestation à un certain moment, ce qui considérait à ce qui consistait également à une déforestation. Donc, ceci constituait un multiplicateur de risques. Et puis, bien sûr, il y avait des problématiques et des limites au niveau de politique. Donc, au niveau de la liberté de mouvement, des moyens de subsistance, il y avait des difficultés parce que c'est une situation de camp de réfugiés. Pour ce qui est des résultats, nous avons deux images du même site, par exemple. Vous voyez que le cours d'eau était bouché et qu'il y avait bien sûr déjà une situation où des moustiques. Donc, lorsque nous avions euh, développé le projet, ils ont parlé de l'accès. Donc, on a essayé d'avoir deux rives avec une démarcation euh, pour éviter les encombrements et se débarrasser des foyers de moustiques. On a même utilisé un terrain pour une aire de jeu pour les enfants. Donc, premièrement, nous avons pu améliorer la rétention d'eau et les inondations ont pu être réduites. Euh, on a utilisé des plantations. Bien que ce soit une zone très, très contestée, nous avons appris que très souvent, les plantations nous avons essayé bien sûr d'échanger avec les communautés pour savoir quelles étaient les différentes utilisations et les différentes possibilités d'utilisation de leur temps. Nous avons eu un centre d'apprentissage où nous avons essayé de développer avec le secteur de l'éducation. Donc, ils ont compris l'importance des plantes. Nous avons pu améliorer la mobilité
pour la réponse à des catastrophes telles que des incendies, qui sont souvent à risque dans des zones très, très peuplées et denses. Donc maintenant, il y a différentes approches, différentes voies d'accès, euh, et puis bien sûr des pompes à eau et euh, une unité mobile. Mais nous avons bien sûr des équipements et du matériel pour l'extinction des feux. Ils peuvent également faire euh, des potagers au moins pour certaines des familles qui vivent près du cours d'eau. Et cela euh, a contribué euh, aux ressources souterraines en eau. Pour ce qui est des leçons apprises, ce que nous avons appris, c'est que lorsqu'un plan de site est développé avec la communauté, euh, ceci doit se refléter dans les activités. Ce que nous avons découvert, c'est que euh, il y avait des espaces vacants et à cause de certaines limites de politique, il y avait bien sûr des abris, des réfugiés non autorisés qui ont poussé. Et ça, ce n'était pas nécessairement l'intention du projet, c'était assez difficile pour nous. Très très souvent, euh, on a dû élaborer des messages pour la communauté. En ce qui concerne la diversité du genre, après les échanges et les dialogues, ça nous a aidés parce que nous avons eu la chance de bâtir un rapport avec la communauté très très rapidement. Et une autre leçon, ce n'est peut-être pas la solution pour tous les problèmes. La stabilisation des pentes, nous avons utilisé des infrastructures grises. Euh, quand- alors, le meilleur moment pour commencer le SFN en milieu humanitaire, eh bien, une des solutions sans regret, la compartimentalisation. C'est très, très difficile. Il y avait bien sûr de la résistance, mais cela ne nous a pas arrêtés, cela ne nous a pas freinés. Et puis, du cash pour les volontaires, ça nous a également aidé pour le projet. Nous avons dû échanger avec euh, certaines situations. Euh, Ça a pu aider les volontaires et ça nous a aidé également à échanger plus efficacement avec la communauté. À vous, Maria. Merci pour votre présentation si intéressante. J'ai aimé le message concret. Maintenant, nous allons écouter la présentation de Urs. Désolé. Bonjour à tous. Je vais vous présenter une étude pilote que nous avons menée avec le SDC, la DDC, dans un camp de réfugiés soudanais. Comme vous le savez peut-être, les réfugiés sont arrivés en 2004 au Tchad et il y en a plus de 100 000, hein. Il y a des centaines de milliers de réfugiés soudanais au Tchad et récemment, il y a encore eu quelques vagues de déplacements. Et on va parler des conclusions clés du projet suivant pour comprendre l'impact de la dégradation environnementale et des écosystèmes dans ou autour des camps de réfugiés soudanais. Il y en a environ 10. Nous devons premièrement reconnaître
que les écosystèmes étaient déjà sous grande pression avant l'arrivée des réfugiés. Donc les réfugiés ont apporté une autre source de tension à ces écosystèmes fragiles du Sahel parce que, bien sûr, il y a un grand besoin d'eau, il y a un grand besoin de pâturage pour le bétail, des terres pour l'agriculture et puis, bien sûr, du feu de bois. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'ils partageaient les ressources, ou ils partagent les ressources naturelles. Ils sont également en compétition pour les ressources naturelles avec les communautés locales. Donc, il y a un gros potentiel de conflit entre les communautés hautes et les communautés déplacées. Suivant. Pour l'approche, premièrement, nous avons mené une étude de faisabilité euh, et nous étions en train de considérer des zones spécifiques dans les camps de réfugiés où les locaux et les réfugiés ont déjà lancé des activités environnementales. Euh, Premièrement, parce que nous voulions éviter un, un programme de sensibilisation où il fallait euh, euh, faire le plaidoyer aux participants. Nous voulions travailler là où il y avait déjà un engagement, là où il y avait déjà de la motivation pour faire du travail ou des activités environnementales. Et puis, ce qui était clair pour nous, c'est que nous avions besoin d'offrir euh, des activités génératrices de revenus euh, aux participants et aux communautés locales et déplacées. Je pense que c'est la seule manière où nous pouvions garantir qu'il y ait un intérêt pour un projet de conservation environnementale assez important. Et dans ces activités de restauration, on n'était pas en train de replanter des arbres. On était en train d'utiliser des solutions fondées sur la nature, des potentiels de régénération qui étaient déjà là dans l'écosystème sahélien. Donc le potentiel euh, vient des souches d'arbres qui avaient déjà été coupées et puis également des semences en gestation dans le sol. Donc nous étions convaincus que cette méthodologie pouvait être une bonne alternative à la reforestation traditionnelle. Et on a fait cela avant le projet pilote. On a fait une évaluation euh, des, des efforts de reforestation des communautés qui avaient été menés par le NHCR. Et la plupart de ces projets communautaires avaient échoué, ce qui est assez différent des plans de reforestation individuels qui avaient été menés par les membres des camps qui avaient rencontré du succès. Et une autre approche pour le projet pilote, c'est que cela doit être inclusif et participatif, dans le sens où les locaux et les réfugiés travaillaient ensemble dans des groupes mixtes et euh, il fallait également considérer la parité ou l'équilibre des genres, c'est-à-dire que les femmes devaient participer à cette activité de manière significative. L'une des forces du cas tchadien, c'était l'existence des conventions locales. Ce sont des plans d'utilisation des terres, euh, des plans locaux, qui donnent la possibilité à toutes les parties prenantes de de participer, de convenir, de tomber d'accord sur l'utilisation des terres euh, et des terres qu'ils vont utiliser. Donc, c'était très, très important que les, euh,
communautés semi-nomades puissent également participer à cette approche. Une autre approche qui a également été marquante, c'est que nous avons essayé euh, d'appliquer le Nexus paix, développement humanitaire à cette initiative suivante. Ici, c'est juste pour illustrer euh, les succès que nous avons pu obtenir dans les 2 années. Donc, les communautés locales avec les communautés de réfugiés ont pu euh, protéger une zone de plus de 1000 hectares d'acacia sénégal. Euh, c'est cet arbre que vous pouvez voir sur l'image. Ce qui était important, c'était de protéger ces arbres des cabris et chèvres et des dromadaires. Euh, donc, il y avait très, très peu de soutien financier, mais c'est juste pour vous donner un chiffre par comparaison. Si nous avions fait ceci avec des efforts de reforestation traditionnels pour une zone de 1000 hectares, ça aurait coûté environ 1 million de dollars. Ce que vous voyez, c'est la même zone, c'est le même site. Vous le voyez à gauche et à droite. Donc à gauche, c'est au départ, lorsque nous avons commencé, vous voyez la taille qui était très très petite, parce que très souvent les dromadaires et les boucs euh, s'en nourrissaient. Mais après la protection, 2 ans après, vous voyez qu'ils avaient plus de 2 mètres. Donc l'idée, ce n'était pas simplement de protéger cette zone pour toujours, c'était juste de la protéger tant que les acacias n'étaient pas assez hauts pour que les dromadaires puissent s'en nourrir. Donc, une fois qu'on arrivera à 4 ou 5 mètres, il n'y aura plus nécessairement besoin de protection. Ici, c'est juste pour vous illustrer euh, ce produit qui est tiré effectivement des acacias, une résine naturelle, la gamme arabique. Alors, euh, leçon apprise. Ce que j'ai dit un peu plus tôt, lorsque j'ai commencé, euh, c'était assez important. C'était assez important que les zones du projet pilote dans lesquelles nous travaillons, c'était des zones où les gens avaient déjà un engagement, une motivation pour protéger l'environnement. Ensuite, numéro 2, et ça je vais encore le répéter, euh, la clé, c'était d'attirer les communautés locales à travers des activités génératrices de revenus telles que la gamme arabique et puis bien sûr essayer d'échanger avec les bénéficiaires pour la protection de l'environnement. Très important également, la création de groupes mixtes, c'est-à-dire des locaux et des réfugiés parce que ils travaillaient ensemble. Ils travaillaient ensemble. euh, Ils utilisaient les ressources naturelles ensemble et à travers tout ceci, lorsqu'il y a conflit, il y a également des comités de médiation où les problèmes pouvaient être résolus. Encore une fois, j'ai mentionné les conventions locales et je pense que euh, ceci a été un facteur propice. Ça nous a donné un cadre de gouvernance pour clarifier les rôles des différentes parties prenantes euh, qui participaient au plan de gestion. Euh, et ces conventions locales, elles sont également approuvées par les autorités locales. Je pense que c'est également très très important, un point très important, c'est que lorsque vous faites ce type d'opération, euh, ce qui est assez nouveau pour tout le monde, hein. Vous avez besoin d'engagement.
de membres de personnel motivés pour l'organisation. Ici, c'était la DDC, l'UNHCR, mais également les ONG. Il y avait très important le ministère de l'Environnement. Euh, pour les difficultés, euh, c'était assez complexe parce qu'il y avait différents acteurs humanitaires, différents acteurs dans le monde du développement, différents acteurs pour la coordination de la paix et donc la coordination, toutes ces différentes pièces de parties prenantes. euh, il fallait qu'il y ait une coordination huilée et il fallait également s'assurer de l'information régulière, du partage d'informations régulières. C'était assez difficile. Il y avait également des forestiers hein, qui ne croient pas nécessairement en ce genre d'approche parce que premièrement, ils pensent que le Sahel est trop sec, il y a très peu de résilience dans ces écosystèmes fragiles. Donc, il a fallu leur montrer sur le terrain qu'il y a une possibilité. Et je pense que le potentiel pour la restauration des écosystèmes et la régénération naturelle pourrait avoir une place beaucoup plus importante. Bien sûr, la rotation assez fréquente du personnel et des personnels clés, c'était assez difficile. Ça veut dire que nous avons perdu des personnes compétentes. Nous avons perdu un garde de l'UNHCR qui a quitté l'organisation. Donc, on a dû recommencer, on a dû réexpliquer, on a dû reformer les personnes à, par rapport au projet. Et puis, peut-être la dernière difficulté due au conflit et à la guerre. euh, la chaîne de valeur de com arabique doit être revitalisée et améliorée. Merci pour votre attention. Merci, Urs, pour cette présentation si intéressante. Il y a deux questions déjà de la part de l'audience. Je voudrais vous les poser avant qu'on ne passe à la prochaine intervention. Mais il y a une question, premièrement. Euh, Quelles sont les raisons de l'échec des plantations ou de la reforestation communautaire au Tchad ou ailleurs dans le Sahel? Et si ça avait coûté 1 million, si ça allait coûter 1 million, combien est-ce que les solutions alternatives ont coûté? Bon, moi je suis un forestier. Planter un arbre dans le Sahel, c'est pas vraiment un problème. C'est pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est l'entretien. C'est l'entretien qui, dans de nombreux pays, représente un problème. Si vous ne protégez pas euh, les plantations d'arbres contre, par exemple, les boucs, euh, les chèvres ou ailleurs, eh bien, ces arbres ne pousseront pas. Et ça, c'est le cas. Et au Tchad, vous avez même les dromadaires qui se nourrissent de ces pousses. Et même au Sahel, dans la première année, il faut arroser les graines et les semences. Euh, dans des zones où il y a plus de végétation, il y a également des incendies qui peuvent détruire les plantations d'arbres. Donc, lorsque je dis ceci, ne plantez pas d'arbres si vous ne pouvez pas vous assurer de son entretien sur la durée. Et si vous avez des plantations communautaires, la question c'est qui va gérer, entretenir la plantation
au sein de la communauté. Et à ce moment-là, c'est un problème. En plus, vous avez des problèmes de gouvernance. Qui est propriétaire de la terre? À qui sont les terres? Donc, au Tchad et dans les sites des camps, euh, les arbres grandissaient bien parce qu'ils étaient protégés par rapport euh, à tout ceci. La deuxième question, c'est est-ce qu'on pourrait répéter la question par rapport au coût, le coût alternatif? Oui, on voudrait le coût des alternatives que vous auriez utilisées par rapport aux 1 million de dollars. On a fait un petit calcul avec le ministère. Le ministère nous avait dit, euh, en général, lorsque vous plantez 1 hectare, euh, vous incluez tout. Et avec l'entretien et tout ce qui allait avec, c'est environ 1 000 dollars. Donc, ce que nous avons fait, euh, c'était que la base de notre approche, euh, c'était les locaux et les réfugiés qui devaient identifier une zone, une zone où qu'ils voulaient protéger, où ils voulaient protéger les semences d'acacia. Et pour s'assurer de la protection des acacias, ils devaient euh, avoir des brigades de surveillance. Donc, il y avait environ 10 personnes qui faisaient des patrouilles dans la zone. Et le coût pour euh, le coût qui nous permet de payer ces patrouilles, c'était c'était même les locaux qui s'en chargeaient. Ça ne coûtait pas énormément cher. Et ils étaient convaincus que c'était une bonne initiative, une bonne opération. Euh, et c'est pour ça, ils voulaient vraiment produire de la gamme arabique sur le long terme. Donc, ça n'a pas pris trop de temps à les convaincre. Merci, je vois qu'il y a de plus en plus de questions dans la section chat pour vous, mais nous n'avons pas le temps pour celle-ci maintenant. Donc, si vous voulez poser des questions ou répondre aux autres questions qui sont posées dans la section chat, vous pouvez le faire dans la section chat aussi. Maintenant, je vais présenter Daniel, notre dernière présentation qui va rester dans le sujet de la reforestation. Et euh, c'est vrai, on aurait voulu avoir plus de femmes intervenantes dans le cadre de l'équilibre des gens. Euh, Malheureusement, notre participante n'a pas pu nous rejoindre et maintenant nous avons que des hommes comme panélistes. Mais nous vous informerons de nos efforts par rapport à l'équilibre des genres un peu plus tard. Mais Daniel, la parole est à vous. Bonjour, bon après-midi à tous. Je voudrais saisir cette opportunité pour vous souhaiter la bienvenue. Euh, je m'appelle Daniel Mpirawa pour ex-EPER, directeur de programme en Ouganda, et je voudrais considérer la session de restauration environnementale à travers la reforestation, des initiatives de reforestation et de plantation d'arbres dans les communautés de réfugiés. Suivant. Alors, l'Ouganda accueille plus de 13 camps à travers le pays et Nakvale est l'un d'entre eux. Euh, avec, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait aller, voilà, ici. C'est un camp avec plus de 260 000 réfugiés, avec la plus grande partie venant de la République démocratique du Congo, les conflits récents, euh, dans la province de Ituri. Le projet a commencé en juillet 2023 et la composante
avec des composantes de cache, de moyens de subsistance, de refuge et une composante environnement pour la restauration des environnements dégradés. Euh, et avec le soutien des communautés et des initiatives communautaires pour planter des arbres et la reforestation. Un projet qui est mis en œuvre par Exeper avec le soutien de l'OPM. L'OPM est chargé de la connexion des activités avec des partenaires du secteur et du gouvernement, ainsi que nous avons le partenaire local, une ONG. euh, suivant. Nous avons d'abord mené un dialogue communautaire avec une étude de sensibilité en utilisant l'outil NID+, euh, pour identifier les problèmes que nous avons avec les communautés. Et l'un des problèmes qui a très très bien été mentionné, c'est le manque, par exemple, de carburant, bois de chauffe pour cuisiner et un autre aspect sur la dégradation environnementale. Euh, ça, c'est le résultat de la pression causée par les populations euh, qui affluent au niveau des camps. Donc, il y a un risque à cause de l'action humaine, de la présence humaine dans la construction et la collecte de bois de chauffe. Alors, avec le soutien des communautés, lorsque nous échangions, nous avons pu identifier les trois espèces euh, avec le département national sur les arbres à replanter et soutenir euh, le département des ressources naturelles. Les allocations euh, de foncier ont été faites par l'EPM. Et l'approche que nous avons utilisée, c'était une approche communautaire, cash for work, une approche de cash pour le travail, avec des activités de replantation et des rémunérations financières pour ces activités. Nous avons également utilisé les clubs verts ou les clubs environnementaux des écoles où les enfants des écoles primaires étaient initiés à ces activités pour faire cascader cette activité et la propager parmi la communauté suivante. Alors, nous avons été capables d'arriver à certains succès, donc plus de 26 000 arbres plantés, 81% des arbres qui ciblaient bien sûr des communautés, des institutions, trois écoles, un centre sanitaire. euh, Et ceci était fait pour sécuriser les sources de carburant et de bois de chauffe, d'énergie pour les ménages. Et puis l'intention, c'était de réduire les coupes illégales de bois dans les forêts environnantes, avec des fruits, des arbres autochtones à 19%, donc les mangues et autres, qui ciblaient 800 ménages de réfugiés. Et ceci, ça avait été fait pour offrir des alternatives au niveau nutritif, une biodiversité nutritive qui pourrait améliorer euh, l'alimentation et les moyens de subsistance des ménages. Suivant. On a pu voir l'impact et les prochaines étapes au niveau des interventions. Donc, premièrement, les premiers résultats, hein, la couverture végétale a été améliorée là où nous avons planté les arbres. Nous avons renforcé la sensibilisation et la connaissance communautaire en ce qui concerne la gestion environnementale des arbres qui avaient été plantés au niveau communautaire et euh, bien sûr au niveau
des ménages. Et pour toutes les personnes ayant participé aux activités de replantation, de reforestation, nous avons vu des moyens de subsistance améliorés où ils ont pu obtenir des biens euh, à partir de l'argent qu'ils ont gagné. Et ce qui a marché pour nous, enfin ce que nous allons faire, c'est de continuer le suivi et la surveillance des arbres que nous avons plantés, leur entretien, leur croissance. Euh, et c'est de faire la promotion de ces espèces autochtones. La plupart de ces arbres fruitiers que nous avons plantés s'adaptent très bien à l'environnement. Et au niveau des interventions, nous avons fait ceci au niveau d'un camp de réfugiés. Mais maintenant, nous voudrions amplifier ceci à d'autres camps de réfugiés. C'est bien sûr plus de financement, plus de fonds, de l'argent pour réussir à faire cela. Et intégrer l'agroforesterie est l'une des clés. On veut faire en sorte que cela puisse s'établir sur le long terme, même si l'aide humanitaire ou la présence est très très souvent euh, à court terme. On voudrait intégrer ces stratégies de résilience climatique dans le contexte humanitaire à la longue. Pour les leçons apprises, les enseignements tirés de nos interventions, on peut voir par exemple qu'il y a une grande demande pour les fruits et le bois pour les communautés au niveau des ménages, que ce soit pour la consommation et le bois de chauffe pour cuisiner. Euh, et puis, les initiatives d'échange et de sensibilisation avec les enfants, c'est beaucoup plus durable parce que lorsqu'ils prennent part à ce genre d'initiative, c'est eux l'avenir des communautés et ce sont des efforts qui peuvent s'installer dans la durée lorsqu'on agit avec eux. Et puis finalement, l'appropriation communautaire, l'une des choses que nous avons vues avec euh, le fait que nous avons contribué, nous sommes allés vers eux pour l'élaboration du projet et nous les avons inclus dans la conception, la gestion et la durabilité du projet. C'est ce que j'ai pour vous et je suis à votre disposition pour toute question. Merci de m'avoir écouté. À vous la parole, Maria. Merci beaucoup, Daniel, pour cette présentation si intéressante. Je vois qu'il y a également des questions pour vous dans la section chat. Euh, J'espère que nous aurons le temps. Vous pourrez y répondre dans la section chat. Maintenant, nous avons écouté quatre présentations. Il est maintenant temps de passer à la partie discussion avec nos panélistes. Euh, Et je voudrais commencer cette discussion avec une question à Ali. Euh, Vous n'avez pas encore nécessairement parlé, mais nous voudrions vous poser la question de la perspective des bailleurs de fonds. Comment intégrer les SFN euh, dans les budgets de projets humanitaires? Euh, Parce que les délais, les mandats limités, comment est-ce que les bailleurs de fonds, qu'est-ce que les bailleurs de fonds recherchent dans le secteur humanitaire et comment est-ce que les ONG peuvent faire en sorte que leurs demandes et leurs requêtes soient motivées? Merci. Grosse question. Si on considère l'époque à laquelle nous sommes en train d'évoluer, les besoins humanitaires qui sont toujours à la hausse. Euh, mais il faut dire la vérité, ce n'est pas si désespéré que ça. On parle des outils NID+, on parle
du développement d'une unité euh, collaborative. On a appris la gestion des terres. Donc, c'est quelque chose dans lequel la DDC est très, très impliquée depuis le départ, euh, avec Frédéric Lambit et depuis 2021 et autres. Donc, c'est bien sûr une question ou des questions qui sont à l'agenda. Vous pouvez voir bien sûr la charte pour les organisations humanitaires. Bien sûr, on ne parle pas nécessairement de bâtir un capital naturel en secteur humanitaire, mais plutôt de l'impact sur l'environnement. Mais on va dans la bonne direction. Bien sûr, les bailleurs de fonds savent que euh, euh, en environnement humanitaire, c'est un environnement sur le long terme, 20 ans, 30 ans. Nous savions par exemple que c'est quelque chose qui allait se passer sur des décennies. Ce n'est pas quelque chose qui allait se régler en 1 an ou 2 ans. Donc il y a bien sûr une ouverture d'esprit de penser sur le long terme, mais nous devons être conscients. Il faut parler de la hiérarchie des besoins, de la priorité des besoins communautaires. Vous pouvez pas, par exemple, dire on va protéger les arbres alors que il y a des difficultés à se nourrir. Des stratégies, par exemple, d'adaptation lorsque des personnes coupent du bois pour faire du charbon et obtenir des revenus. Euh, et puis, tout d'un coup, par exemple, il y a une sécheresse et les plantations n'ont pas survécu. Euh, pas, où il y a plus d'arbres, pas simplement parce que il y avait plus d'eau, mais parce que les gens ont coupé les arbres. Euh, et à cause de ce bazar, c'était même pire. Les personnes ne pouvaient pas avoir de carburant ou autre pour cuisiner. Donc, ce qu'ils ont fait, c'était pas seulement couper les arbres, mais ils ont commencé à creuser jusqu'aux racines pour qu'il n'y ait malheureusement, cela a éteint ou obstrué la régénération naturelle. Mais pour revenir à vos questions, comment faire en sorte de faire un plaidoyer et de défendre sa cause? Eh bien, premièrement, il faut avoir un objectif clair, une raison d'exister claire pour la proposition de SFN. Pourquoi les SFN? Euh, Dans le cas du Bangladesh, c'était assez clair. Euh, il y a un objectif général, gestion des terres, des couloirs hydrauliques pour l'eau, pour la nature, pour les routes. Et nous devons penser à comment utiliser les terres pour la récréation et autres, la gestion de la chaleur. Euh, euh, mais si on parle par exemple d'un problème, ce n'est peut-être pas la seule solution. Euh, Vous avez par exemple la végétation au niveau des toits. Vous pouvez également penser à des corridors dans les camps où l'air peut circuler pour la réduction de la chaleur. Donc il faut avoir euh, plusieurs objectifs parce que les SFN sont une solution. Et cela peut s'avérer être la base de la vie à l'avenir, de la protection de ressources naturelles, euh, comme on l'a vu au Tchad. La protection de la biosphère et des sols contre les érosions, hein, pour éviter que les crises ne s'aggravent à l'avenir. C'est quelque chose que les bailleurs de fonds voient et aiment ou investissent une partie de leurs ressources parce que la plus grosse partie de leurs ressources va à la résolution et à la satisfaction de besoins urgents. Euh, il y a 30 ans, il y a 20 ans, on disait qu'on voulait investir dans la réduction de risques de catastrophes, la prévention
ou l'atténuation. Eh bien, c'est la même attitude dont nous avons besoin à présent pour les environnements en dégradation et la planète. Donc, ça peut aller jusqu'à réduire l'empreinte carbone avec la capture carbone. Mais vous devez bien sûr présenter votre cas, le défendre, et cela dépend en général des bailleurs de fonds et des fenêtres d'opportunité de financement, et peut-être même des personnes qui sont à la tête de certains programmes. Une fois que vous avez défini vos objectifs, que vous êtes clair et que vous allez dans le sens de la stratégie des bailleurs de fonds, de ce qu'ils veulent voir, de ce qu'ils veulent financer, juste parce qu'ils pensent avoir de la valeur ajoutée à ce niveau, eh bien, après, vous devez vous tourner vers la durabilité de ce que vous proposez, parce que cela doit être adapté. Vous devez comprendre les systèmes dans lesquels vous évoluez. Euh, Système naturel, est-ce qu'il y a l'accès aux terres? Quels sont les droits à la propriété? Quelles sont les règles, les cadres juridiques? Euh, Quelles pourraient être les interactions entre les différents groupes sociaux, les solutions que vous présentez? Donc, vous devez avoir une compréhension assez généralisée des problèmes pour que euh, vous puissiez le présenter, et cela doit être dans la durée. Euh, donc, vous allez peut-être besoin d'un plan économique. Euh, Ça peut être des communautés qui elles-mêmes gèrent et qui investissent certaines ressources ou qui utilisent des personnes pour faire le travail euh, de maintenance, de préservation des ressources. Euh, Parfois, c'est assez économique, comme dans le cas du Tchad. Euh, Ensuite, vous voudriez avoir des solutions qui ont déjà été testées, des espèces qui sont adaptées à l'environnement, des choses qui marchent dans votre environnement. Si, par exemple, on parle d'érosion des terres ou de glissement de terrain et que vous voulez stabiliser euh, des... euh, terre, ou par exemple, vous voulez faire en sorte que les éboulements n'aillent pas trop loin, eh bien, vous plantez des, des arbres si cela ne va pas trop loin. Mais, donc, il faut tester les différentes solutions. Parfois, les bailleurs sont intéressés dans les innovations. Peut-être pas la partie technologique, mais peut-être dans un mécanisme de mise à échelle ou d'amplification. S'ils ont l'impression que cela peut amener à une réplication, une duplication des efforts, si l'investissement initial n'a peut-être pas un bon rapport qualité-prix au départ, peut-être que ce projet, cette initiative va s'améliorer à l'avenir. Et ça, c'est peut-être l'une des manières dont on peut vendre la chose. Il y a également la localisation qui devient de plus en plus importante. Bien sûr, vous devez avoir l'acceptation des communautés pour développer une solution de manière conjointe, mais également pour la mettre en œuvre le plus localement possible. Euh, euh, Donner l'autonomisation aux communautés locales et aux organisations communautaires pour la mise en œuvre de l'initiative. Je pense que je vais m'arrêter là pour mon intervention. Merci, Ali. Euh, Très bonne réponse. Je pense que ça a quand même informé notre audience. Je voudrais euh, continuer et parler de ce que vous avez dit. Si vous voulez améliorer ou mettre en œuvre des solutions, il faut que les objectifs soient clairs, il faut qu'il y ait une compréhension de la situation euh, et des solutions
déjà prouvées, qui ont déjà prouvé leur efficacité. Euh, donc là, je voudrais donner la parole à Essano. Euh, Quelles sont les preuves que vous avez réunies dans votre projet pour démontrer l'impact des solutions fondées sur la nature et de comment elles marchent? Quelles sont les preuves, les éléments factuels que vous avez réunis? Euh, et est-ce que ça vous a aidé euh, pour convaincre les bailleurs de fonds, mais également pour échanger, dialoguer avec les communautés et faire en sorte que cela soit durable. Euh, Merci. Alors, si on parle de la collecte d'éléments factuels, il faudrait repartir en arrière. Euh, les preuves ne sont pas nécessairement réunies dans les projets actuels. Dans notre cas, nous avons bâti sur les résultats d'un autre projet. On travaillait avec, était en connexion avec différents centres administratifs, LPG, distribution alimentaire, également. euh, la protection des rives avec le gazon. Donc, c'est le même environnement, c'est la même zone. Donc, il y a différentes interactions et il y a eu un partage des enseignements tirés de ce projet précédent. Donc, c'est sur le même site. Et on a juste dialogué avec la communauté, on a essayé d'évaluer le problème et nous avons vu une liste de certains problèmes. Et euh, on a vu la priorisation des problèmes et nous avons pu ensemble nous pencher sur certaines solutions et un peu plus tard, nous avons appris que lorsqu'une communauté s'approprie un problème et la recherche de sa solution, eh bien, cela augmente la probabilité de succès et d'interaction de la communauté. Euh, Et durant ma présentation, j'ai également mentionné le fait que euh, le contexte de déplacement et le contexte humanitaire, il y a énormément de difficultés pour les SFN. Pour la mise en œuvre des SFN, il faut de l'espace. Et à Cox's Bazar, c'était assez difficile de trouver des espaces dans une zone aussi dense. Certaines personnes ont dû euh, déménager de la zone pour que euh, la rive ou le cours d'eau soit dégagé et que les rives soient établies. Donc, il fallait organiser l'élaboration de messages, mais il fallait également euh, offrir à la communauté la possibilité de se déplacer dans des zones sans inondation et voilà les possibilités. Donc, c'était des décisions éclairées et un peu plus tard. euh, à un certain moment de la mise en œuvre du projet, l'établissement des infrastructures, nous sommes repartis vers les réfugiés qui s'étaient déplacés et qui disaient, oui, nous sommes plus satisfaits d'être dans une zone sans inondation. Et ils ont partagé avec nous que ceux qui sont maintenant près de la rivière peuvent avoir accès aux espaces pour les potagers et autres. Nous apprécions ça. C'est vrai que nous aurions voulu en profiter, mais nous ne sommes pas dans une zone euh, propice à l'inondation. Donc, ce genre de partage nous a aidés et un peu plus tard dans le projet, nous avons pu découvrir que la résistance était beaucoup moindre qu'au début du projet. Euh, Ça, c'est l'une des choses. Et
La clarté, la clarté dans la communication, le partage des objectifs communs, comment différentes parties de la communauté vont bénéficier de l'initiative. Et une fois que ça a été communiqué clairement, nous avons vu que cela pouvait être très, très utile pour l'adoption du projet. Merci. Merci, Asano, pour cet exemple si concret. Maintenant, moi, je voudrais poser une question à Daniel. À Daniel, euh, ce serait intéressant pour moi d'en savoir un peu plus sur ce que vous avez mentionné. Vous aviez clairement un projet humanitaire. Euh, vous avez mené une évaluation de besoins. Et vous avez vu qu'il fallait une composante environnementale dans le projet. Et vous avez élaboré cette initiative de plantation d'arbres avec un programme qui avait un accent très, très prononcé sur l'agroécologie, euh, différents projets sur les semences autochtones dans une autre région. Et là, vous aviez cela, ce projet, et la demande des autorités locales de la communauté, qui allait clairement dans le sens de quelque chose qui devait pousser vite, parce qu'ils voulaient une source d'énergie le plus rapidement possible. Euh, donc, vous avez la perspective environnementale, biodiversité et autres. Et, euh, donc ici, il y a cet équilibre. Donc, quelles sont les recommandations que vous donneriez à des projets qui font face à des difficultés similaires et comment gérer cette recherche d'équilibre entre les besoins de la communauté et les priorités écologiques et priorités liées à la biodiversité? Merci, Arabella. Normalement, dans le travail communautaire, il y a des aspects qui exigent une connaissance locale. Euh, c'est là où je vais commencer. Si on parle de biodiversité et utiliser de la connaissance locale, et, et- et puis maintenant pour l'appropriation, il faut toujours l'adoption et la volonté de la communauté lorsque nous essayons d'améliorer et d'amener des initiatives que nous pensons être judicieuses et les meilleures. Donc, au début du projet, comme vous l'avez mentionné, on a échangé avec la communauté de manière consultative. On a utilisé une réunion, on a utilisé des outils pour la compréhension des risques qui pourraient être liés au projet. Et toutes les solutions qui sont ressorties de cette réunion de consultation, ce sont les espaces à planter. Donc, premièrement, on choisit pour des raisons d'adaptabilité, de, sous- de possibilité à supporter les conditions pour les cycles de précipitation. Donc, il fallait que les arbres puissent survivre à ce genre de conditions. Et puis, on continue avec le projet. Et il fallait également que nous puissions intégrer le projet d'agroforesterie où euh, voilà que les communautés, bien sûr, puissent faire euh, planter et protéger les arbres qui allaient être plantés. Donc, il fallait qu'ils puissent comprendre les bénéfices tout en menant leurs propres initiatives agricoles. Et à ce moment-là, vous voyez, euh, l'adoption au niveau communautaire est survenue.
Bien sûr, cela ne fait que 2 ans. Il y a encore des difficultés dans certaines zones lorsqu'on parle de la protection des arbres, parce que euh, on parle de la partie sud-ouest de l'Ouganda. Il y a énormément de d'élevage dans la zone. Donc les troupeaux viennent souvent se nourrir dans ces zones, mais dû à l'engagement communautaire, aux partenaires locaux qui échangent avec la communauté par rapport à certaines de ces initiatives, nous sommes capables d'obtenir euh, l'adoption de la communauté. Et des rapports que nous avons obtenus de nos partenaires pour voir la demande autour de ces arbres et de la part de la communauté. Donc, se, se baser sur la connaissance locale ou sur les connaissances locales pour obtenir la volonté, la participation communautaire. Alors, par rapport au remplacement du personnel, pourquoi ne pas plus travailler au renforcement des parties prenantes locales dans un effort de renforcement de l'engagement communautaire, mais également du processus de sortie du projet pour s'assurer de la durabilité du projet? Je pense que c'est une question importante. Une question importante, bien sûr, comme je l'ai dit, le locaux et l'engagement des locaux, c'est la clé. La participation des locaux. Euh, Ce que nous avons fait sur le terrain, c'est qu'il y avait des comités environnementaux avec et des groupes mixtes, des locaux et des réfugiés qui ont assisté au travail pour la régénération naturelle. Donc, il y avait bien sûr un espoir qu'il y ait de la durabilité euh, et euh, nous avions bien sûr les ONG locales qui participaient également, qui étaient un peu plus stables. Donc, à leur niveau, la situation était beaucoup mieux. Mais c'était au niveau de la DDC, de notre côté. C'est là où le problème de remplacement se posait. Et nous espérions euh, amplifier le projet, pas simplement au Tchad, mais ailleurs dans le Sahel et ailleurs au Tchad. Et c'est important, bien sûr, d'impliquer à ce niveau les autorités nationales, les autorités locales, euh, et il y a également des difficultés au niveau du Tchad parce que le gouvernement est très centralisé. Euh, les ministères, il y a très très peu de techniciens sur le terrain, mais nous essayons de notre mieux de les impliquer. euh, Parce que lorsqu'on parle de durabilité, on ne peut pas arriver à la durabilité au-delà du projet si cela n'est pas nécessairement ancré au niveau de la communauté locale, des communautés de réfugiés. Et ce qu'on oublie souvent, et parfois nous ne travaillons pas assez avec les autorités nationales parce qu'ils doivent prendre le relais. Même si c'est compliqué d'aller vers les ministères et autres, euh, nous savons, devons connaître ces difficultés, donc nous devons les impliquer. Et ce qu'on a essayé au Tchad, et qui n'a peut-être pas marché pour d'autres raisons, c'est que nous voulions organiser un forum national sur, en ce qui concerne la question de la régénération naturelle versus la reforestation. On n'a pas pu organiser cela parce que ce forum euh, aurait travaillé dans ce forum national pour inviter les pays environnants. Par exemple, disons que le Niger est assez avancé hein, en termes de régénération naturelle. Ils ont réussi avec les agriculteurs à gérer cet aspect.
Ils ont réussi à modifier le paysage du Niger du Sud. Ils ont commencé dans les années 80 et vous pouvez voir la différence, hein. Si vous allez dans les images satellites, dans l'imagerie satellite, vous verrez que le paysage a changé. Nous voulions euh, inclure ces acteurs qui ont beaucoup plus d'expérience que nous. Euh, mais amplifier, hein. Mettre à échelle, c'est très difficile. Les locaux, les réfugiés ont été engagés, se sont engagés. Et bien sûr, lorsqu'on fait ce genre d'initiative, on ne doit pas oublier l'État. Oui, l'adoption des communautés locales, des communautés déplacées, mais également des autorités publiques. À vous, Maria. Il y a encore une question dans la section chat par rapport à l'implication des parties prenantes locales et publiques ou privées. Est-ce que vous aviez de l'expérience dans ce genre de projet? Donc, est-ce que vous voudriez répondre à cette question? Impliquer les acteurs publics et locaux et privés pour oui, là, on parle de développement et en général, c'est un principe, c'est-à-dire avoir les partenaires et les pays en pleine croissance. Nous les assistons juste dans cette optique à travers la société civile, le secteur privé et les départements ou ministères étatiques. Mais les choses changent, bien sûr. Et dans les contextes humanitaires, là, on voit que la présence de l'État diminue dans des contextes fragiles où l'influence de l'État est en pleine, euh, est à la baisse. Maintenant, je suis en train de réfléchir à certains pays, comme en Amérique centrale, où ils ont fait du bon boulot, avec le gouvernement et se s'occuper de solutions fondées sur la nature, de l'intégration. Donc ça, en général, c'est le modèle de développement normal, ce que vous attendez de voir de la part des pays. Euh, nous, par exemple, nous pensions que nous allions soutenir les gouvernements dans la réduction de risques de catastrophes avec les SFN et la technologie. Et, Tout ceci est basé sur la compréhension des risques et on a formé des professionnels dans les organisations à faire la cartographie des dangers, la collecte de preuves et autres. Mais ce que nous avons remarqué, c'est qu'il y avait une certaine fragilisation au niveau des organisations gouvernementales et d'une perte de contrôle, d'une perte des différents liens sur le terrain. Donc, ce que nous faisons, c'est d'aller euh, au niveau local. Et pour arriver au niveau local, vous verrez que euh, lorsque les besoins deviennent globaux, vous ne pouvez pas travailler de manière sectorielle. Donc maintenant, nous sommes en train, par exemple, de lancer un projet dans le sud d'Haïti et c'est l'intégration de WASH, ressources naturelles ou gestion de ressources naturelles et préparation aux catastrophes. Des objectifs sur le court terme combinés avec des éléments de résilience. Euh, Vous avez également posé la question du secteur privé. Ici, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Tout dépend de comment vous définissez ceci. Bien sûr, vous avez des organisations caritatives qui représentent euh, donateurs très très importants hein, dans le cercle humanitaire avec
les dialogues typiques, hein, les échanges typiques où il y a des objectifs communs avec le secteur privé et définir quelque chose de commun. Ça, c'est très, très difficile à établir, il faut l'avouer. Merci Ali d'avoir mentionné euh, la perspective des bailleurs de fonds à cette discussion. Nous devons bien sûr commencer à penser à conclure. Merci. Merci à tous nos intervenants pour leurs opinions, leurs perspectives. Merci à l'audience, merci à ceux qui ont participé et qui ont participé de manière active à cette discussion. Juste pour résumer de manière brève, les points clés, euh, que ce soit Cox's Bazar, Tchad ou l'Ouganda, euh, s'il y a des bénéfices visibles, euh, eh bien, les interventions seront plus facilement mises en œuvre, auront bien sûr des résultats qui s'inscrivent plus dans la durée. Nous en avons beaucoup plus appris par rapport à la perspective des donateurs et nous devrions garder cela à l'esprit. Nous devrions être clairs. Pourquoi est-ce que nous voudrions euh, que ce soit fait ainsi. Ensuite, finalement, essayons de nous rassurer que nous alignons ou harmonisons nos stratégies de durabilité euh, aux environnements euh, dans lesquels nous évoluons. Et faire en sorte que, bien sûr, l'intégration des SFN soit beaucoup plus efficace et beaucoup plus huilée dans le contexte humanitaire, avec des solutions prouvées, ayant fait leurs preuves, euh, et- tout en gardant à l'esprit que l'intérêt pour l'innovation est présent. Je voudrais conclure cette session avec une perspective que nous allons avoir, c'est-à-dire pour les prochains webinaires. Ça, c'était bien sûr le lancement de notre plateforme d'apprentissage annuel. Donc cet après-midi, nous allons continuer avec l'introduction au SFN. Ça, c'est le webinaire. Si vous avez des questions sur ce que sont les solutions fondées sur la nature, comment est-ce que nous les définissons? euh, et quelques discussions autour de ce sujet. Et cet après-midi, nous aurons également la session à 9 heures demain. Et demain, nous aurons également une session sur la mise en œuvre des SFN avec la perspective universitaire et académique. Très, très intéressant, hein, si vous êtes dans la recherche. Et le jeudi, nous aurons également un webinaire sur la valeur des SFN et des bénéfices, avec un accent sur l'impact social et l'adaptation climatique. Ce sera un guide pour les professionnels. Donc, nous sommes très impatients de vous avoir avec nous. Euh, et sur ce, encore une fois, merci à tous nos intervenants, à l'audience et à notre interprète Ivan. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.